moins l'infini 0, et I2, 0 plus l'infini. Et évidemment, on va se poser la question du recollement. L'homogène y égale k exponentielle moins une primitive de 2 sur x dx égale k sur x2. Et la variation de la constante, on a k' sur x2, donc k' égale x3 sur 1 plus x2. Alors x3, c'est x facteur de 1 plus x2 moins x. Égale x moins x sur 1 plus x2. Donc k égale x2 sur 2 moins 1 demi de ln de 1 plus x2. Et donc une solution particulière, k sur x2, 1 demi moins ln de racine d'un plus x2 sur x2. Donc les solutions, on a y1 égale k1 sur x2 plus 1 demi moins, alors je vais plutôt l'écrire 1 demi de ln de 1 plus x2 sur x2 sur I1, y2 k2 sur x2 plus 1 demi moins 1 demi de ln de 1 plus x2 sur x2 sur I2. ln de 1 plus x2 sur x2, log de 1 plus u, u moins u2 sur 2 plus un petit taux de u2 égale 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x2. Autrement dit, 1 demi moins 1 demi de ln de 1 plus x2 sur x2. On va donc avoir 1 demi moins 1 demi, c'est équivalent à x2 sur 4. Donc, le recollement limite en 0 moins de y1, cette limite existe que si k1 égale 0. Sinon, ça tend vers l'infini. Donc, cette limite existe et vaut 0 si k1 égale 0, et la limite en 0 plus de y2 égale 0 si k2 égale 0. Donc, pour qu'il y ait continuité, il faut que k1 égale k2 égale 0. Donc, on a y1 égale 1 demi moins 1 demi de ln de 1 plus x2 sur x2 sur I1. Et la même chose sur I2. Alors, il faut juste savoir si cette fonction, et donc on la prolonge par 0 en 0, il faut savoir si cette fonction est dérivable en 0. Donc, on va calculer la limite en 0. Alors, on a la même fonction, donc je ne vais pas distinguer 0 plus et 0 moins. Donc, de y de x, y1 ou 2, ça va être la même chose. Hein. Donc, y1 de x moins y1 de 0 sur x moins 0. Eh bien, j'enlève la limite.
l'équivalent, ça fait x sur 4, ça tend vers 0. Donc, on a une solution sur R, je la mets ici, on a une solution sur R, y égale 1 demi moins 1 demi de ln de... Alors, j'ai mal écrit. Plus x2 sur x2 pour x différent de 0, et y de 0 égale 0. Voilà, ça c'est une solution sur R de cette équation différentielle. D'accord? C'est la seule. Elle ne dépend pas d'une constante, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Bien, on commence le nouveau chapitre. Oui, monsieur. Oui. Pourquoi la limite en 0 moins ou en 0 plus, ça tend pas vers plus 1 demi? Ben non, avec le 1 demi devant, on obtient ça, l'équivalent. Non, mais je parlais même pour avant, quand on faisait la limite en 0 moins ou en 0 en plus. Je ne comprends pas. Pourquoi ce serait un demi? Bah, il reste le 1 demi tout seul. Mais non, il est là, le 1 demi tout seul, je l'ai mis. Mais je sais pas quand x, enfin quand K2 ou K1 est égal à 0, du coup il y a le 1 demi qui est pas égal à 0, lui. Je comprends pas. Oui, mais le reste envers un demi. Ben, il est là. Ce qui est ici, avec le 1 demi devant, c'est ici. Et c'est équivalent à x2 sur 4. Ça tend bien vers 0 en 0. Oui, ok, d'accord. Ok, merci. Bien. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. On va reparler d'applications linéaires, de matrices, de noyaux, de déterminants, etc. On va ce qu'on appelle réduire les endomorphismes. Donc, le chapitre s'appelle Réduction des endomorphismes. Voilà. Et on verra des applications. La première partie, on va définir tout ce que sont des éléments propres. D'endomorphisme. Et de matrice. Voilà. Les éléments propres, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les vecteurs propres, les valeurs propres, les sous-espaces propres. Bien. Donc, soit on va d'abord définir les vecteurs propres, donc définition E, un K espace vectoriel. F, un endomorphisme de E. On appelle vecteur propre de F. Donc X, un élément de E. X est un vecteur propre de F. Si X est non nul et si
f de x est collinéaire à x. Voilà, un vecteur propre. Autrement dit, x vecteur propre de f, si, première chose, c'est très important, x différent de 0, et il existe lambda appartenant à K tel que f de x égale lambda x. Voilà. D'accord? Un vecteur propre et non nul. Ça, c'est, faut jamais oublier ça. Voilà. Et f de x égale lambda x. Par contre, lambda peut être égal à 0, il n'y a aucun problème. Voilà. Autrement dit, f de x égale 0, tout vecteur du noyau est un vecteur propre. Donc, si lambda égale 0, on a f de x égale 0, et à ce moment-là, tout vecteur du noyau, lorsqu'il est non nul, évidemment, est un vecteur propre. Voilà. Lambda est la valeur propre, mais je vais la définir encore après. Lambda est la valeur propre associée à x. D'accord? Voilà. Lambda est la valeur propre associée à x. Je change de page. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Attendez encore un peu. Je peux changer de page? Merci. Oui, merci. Alors, on va maintenant définir les valeurs propres. Définition. Valeur propre d'un endomorphisme, donc E, K espace vectoriel. F appartenant à L de E, un endomorphisme de E. Lambda, un élément de K. Lambda est valeur propre de F, est une valeur propre de F. Si il existe X appartenant à E, X différent de 0, tel que f de x égale lambda x. Voilà. Voilà comment on définit une valeur propre. D'accord? X est alors un vecteur propre associé à lambda. Voilà. On peut définir, voilà, on définit les valeurs propres, les vecteurs propres d'un endomorphisme. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont associés l'un à l'autre, évidemment. À un vecteur, il y a une valeur propre, unique. Par contre, à une valeur propre, il n'y a pas un vecteur propre unique. Si, remarque, soit x un vecteur propre associé à lambda, eh bien,
tout vecteur collinaire à x est encore un vecteur propre associé à lambda. Alors, attendez, je vais mettre ça autrement. Alors, tout vecteur collinéaire à x est un vecteur propre associé à lambda. Voilà, en effet, si je prends y égale alpha x, ben, si je calcule f de y, c'est f de alpha x. L'application linéaire, c'est alpha f de x. X est un vecteur propre associé à lambda, ça fait alpha lambda x. Mais ça, c'est aussi égal à lambda alpha x. C'est lambda y. Donc y est bien vecteur propre associé à lambda. D'accord? Voilà ce qu'on appelle valeur propre, vecteur propre. Alors une définition. F, donc E un cas espace vectoriel. F appartenant à E. L'ensemble des valeurs propres de F, c'est ce qu'on appelle le spectre de F. L'ensemble des valeurs propres de F est le spectre de F. Notez SP de F. Voilà, donc SP de F, c'est l'ensemble des valeurs propres. Évidemment, un endomorphisme peut en avoir plusieurs. On va voir ça. Il n'y a pas de raison qu'il n'en ait qu'une valeur propre. Voilà. Bien, on continue. Je change de page, je peux. Attendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Oui, alors, spectre de F. SP de F. Voilà. C'est bon pour moi, merci. Allez, alors, on continue. On continue, donc on se donne F, un endomorphisme de E. Donc, je rappelle que ce qu'on note, identité de E, l'application identique sur E. Tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est l'application qui est X associe X. Et donc, maintenant, soit lambda une valeur propre de F. Donc, ça veut dire il existe X différent de 0, tel que f de X égale lambda X. Ça, c'est équivalent à il existe X différent de 0, tel que f moins lambda identité de X égale 0. Il existe X différent de 0 tel que X appartient à ker de f moins lambda identité. Ça veut dire que ker de f moins lambda identité
n'est pas réduit au vecteur nul. Ker de f moins lambda identité. Pardon, c'est pas ça. Je ne voulais pas écrire ker ici. Et je vous écoute. F moins lambda identité, non. Non quoi? Je mets quoi après non quoi? Non injective. Très bien. L'endomorphisme. Voilà. Alors ça, on retient ça par cœur. F moins lambda identité non injectif. Le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. D'accord? Donc, on va énoncer ça sous la forme d'une proposition. F appartenant à L de E. Voilà, un endomorphisme de E. Et donc, lambda, valeur propre de F, si et seulement si F moins lambda identité non injectif. Voilà. D'accord? Hein, la remarque que j'ai faite tout à l'heure, je la mets ici. 0 valeur propre, parce que ça, vous l'oubliez souvent. Si et seulement si F non injectif. Ça veut dire un ker de F différent du vecteur nul. Voilà. 0, ça peut être valeur propre. Et 0 est valeur propre dès que le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. En tout cas, on retient bien cette proposition. Évidemment, là, on est en dimension quelconque, hein, donc on ne peut conclure que ça, pour l'instant. F appartenant à L de E, lambda valeur propre, c'est seulement si F moins lambda identité non injectif. Donc, on va voir maintenant ce qu'est un sous-espace propre. Monsieur, Oui, par rapport à la diapo d'avant, est-ce que c'est aussi le contraire? Si F moins lambda et D est non injectif, est-ce que c'est lambda valeur propre? ah, c'est une équivalence. Ok. Ok, merci. C'est une équivalence. Hein. À chaque fois, j'ai raisonné par équivalence. Définition. F appartenant à L de E. Lambda, une valeur propre de F. F lambda, alors on va le noter comme ça dans le cours, F lambda égale ker de F moins lambda identité, puisqu'il n'est pas réduit au vecteur nul, hein, puisque lambda est valeur propre. C'est ce qu'on appelle le sous-espace propre de F relatif à lambda. D'accord? Donc, on a défini valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre d'un endomorphisme. Voilà. Avez-vous des questions pour l'instant? Bien. On continue. Maintenant, on va définir la même chose pour des matrices. Définition. M appartenant à Mn de K. Lambda, un élément de K. Eh bien, lambda est une valeur propre de M. Si il existe X appartenant à
N1, x différent de 0, tel que mx égale lambda x. D'accord? Voilà. On peut définir aussi une valeur propre de M. Lambda est valeur propre. Alors, pardon. Je vais d'abord définir autre chose. Donc, x, lambda est une valeur propre de M. Voilà. On va définir en même temps maintenant x est un vecteur propre de M. Alors, x appartenant à Mn1, je vais l'écrire quand même. De K. Voilà. Est un vecteur propre de M si x différent de 0 et il existe lambda appartenant à K tel que mx égale lambda x. Donc, tout ça, c'est lié. Hein. Donc là, on a un vecteur propre d'une matrice. Et x, donc lambda ou x, donc lambda valeur propre de f, de m, pardon, si et seulement si il existe x différent de 0 tel que voilà, mx égale lambda x. Autrement dit, ça c'est équivalent à il existe x différent de 0 tel que m moins lambda i n x égale 0, équivalent à m moins lambda in non quoi? Injective. Non. Les matrices injectives. Ah oui. Alors qu'est-ce que je mets là? Ah. Non. Inversible, oui. Non inversible. Voilà. Donc je change de page. Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on va écrire d'autres équivalences et puis on va entourer ça en rouge. C'est bon, merci. Alors, M appartenant à Mn de K, lambda appartenant à K, valeur propre de M, si et seulement si M moins lambda identité non inversible. Ça veut dire, si et seulement si rang de M moins lambda identité, je mets quoi à droite? Comment je finis là? Si et seulement si rang de M moins lambda identité. Ah, c'est pas rapide les réponses là. Inférieur strictement à n. Si et seulement si déterminant de m moins lambda identité, qu'est-ce que je mets maintenant? Égale 0. Voilà.
ça. Voilà. D'accord? Alors, on continue avec les matrices, les valeurs propres, soit maintenant M' appartenant à Mn de K, semblable à M. Et soit lambda, une valeur propre de M. Eh bien, on a le déterminant de M' moins lambda identité. C'est le déterminant de P-1 MP. Je rappelle que M et M' semblables, il existe P inversible tel que M' égale P-1 MP. Je le rappelle, je ne le réécris pas, je pense que c'est bon pour tout le monde. Moins lambda identité, c'est égal à ça. C'est égal à déterminant de P-1 M P moins lambda P-1 IP. C'est donc le déterminant de P-1 M moins lambda I P. C'est le déterminant de P-1, le déterminant de M moins lambda I déterminant de P. Mais vous vous rappelez que le déterminant d'une matrice, le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant. Donc le déterminant de P-1 fois le déterminant de P, ça fait 1. Il reste donc déterminant de M moins lambda I. Et puis ça fait 0. Autrement dit, deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres. Est-ce que je peux changer de page? On a encore un peu su. Ah. C'est bon? Alors, proposition. M et M', deux matrices semblables. De Mn de K. Lambda, valeur propre de M. Si et seulement si, lambda, valeur propre de M'. Voilà, autrement dit, M et M' ont les mêmes valeurs propres. D'accord? Maintenant, soit F appartenant à L de E de dimension finie. Là, on se place en dimension finie. Voilà. B, une base de E. M égale mat de F dans B. B', une autre base. M', mat de F dans B'. Eh bien, lambda, si je prends lambda une valeur propre de F, ben ça veut dire que... pardon.
il existe x différent de 0 tel que f de x égale lambda x. Alors, je le mets comme ça. Voilà. J'appelle x les coordonnées de x dans B, x' les coordonnées de x dans B'. Enfin, ça, je ne vais pas en avoir besoin, puisque j'ai déjà dit des choses sur les matrices. Donc, j'ai simplement besoin de la première ligne. Ça, c'est équivalent à il existe x différent de 0 tel que mx égale lambda x. Autrement dit, les valeurs propres de f sont les valeurs propres de m. Donc lambda, valeur propre de f, si et seulement si lambda, valeur propre de m. Et bien donc, si et seulement si lambda, valeur propre de m'. Donc la valeur propre d'un endomorphisme, c'est la valeur propre de sa matrice dans n'importe quelle base. D'accord? Ça va jusque-là? Valeur propre, vecteur propre. C'est bon? Et alors, je change de page. Je vais définir ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Définition. M appartenant à Mn de K eh bien, M, donc M, c'est une matrice AIJ. M moins lambda identité, c'est la matrice AIJ moins lambda delta IJ. Le déterminant de M moins lambda identité, M moins lambda, c'est un polynôme P de lambda. Polynôme caractéristique, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de M. D'accord? Polynôme caractéristique d'une matrice. Le déterminant de M moins lambda I. D'accord? P de lambda. Maintenant, on vient de voir que si je prends M' semblable à M, le déterminant de M', on l'a écrit tout à l'heure, moins lambda identité, c'est égal au déterminant de M moins lambda identité. Ça a été fait une ou deux pages avant. Autrement dit, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. D'accord? C'est bon? Moi, j'ai pas bien compris au niveau du déterminant. Vous dites que c'est forcément égal à P de lambda, donc on aura forcément un polynôme en fonction de lambda au niveau du déterminant. Je ne comprends pas je comprends pas la remarque. Vous écrivez le déterminant, donc M moins lambda identité de N. Ben, c'est un polynôme en lambda, et ce polynôme, on l'appelle Ok. polynôme caractéristique de la matrice. D'accord, donc c'est forcément un polynôme en lambda qu'on obtient. Ok. Ah ben oui, puisque c'est moins lambda identité. Ok. C'est la seule variable lambda, puisque sinon ce sont des valeurs
Ce sont Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, à part si M, ouais, non, sinon ça ferait juste un polynôme à coefficient non constant si M avait pas des valeurs constantes, hein. Alors, je change de page. Maintenant, je me donne F un endomorphisme, E de dimension finie. B et B' de base de E. M, mat de F dans B. M', mat de F dans B'. M et M' sont semblables, hein. M' c'est P-1, je rappelle MP, avec P passe de B à B'. M et M' ont le même polynôme caractéristique. On appelle polynôme caractéristique de F. Donc on appelle polynôme caractéristique de F le polynôme caractéristique de M ou de M'. Voilà, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. C'est le polynôme caractéristique de sa matrice dans une base quelconque. D'accord? Ça va jusque-là? Bien. Alors, un théorème qu'on va admettre et qu'il faut retenir, mais il n'est pas compliqué à retenir. F appartenant à L de E, E de dimension n. Alors ça, E de dimension n. Alors, le polynôme caractéristique de F est un polynôme de degré n exactement. Si dans les calculs, quelquefois, vous trouvez un polynôme, vous avez une matrice 4, 4 et vous avez un polynôme caractéristique de degré 5 ou de degré 3, hein, ben on recommence. Si vous avez donc un endomorphisme sur un espace de dimension 4, le polynôme caractéristique sera de degré 4. Voilà. Alors, on va énoncer la même chose avec une matrice M appartenant à Mn de K. Le polynôme caractéristique de M est un polynôme de degré n exactement. D'accord? Donc, appartient à Mn, de degré n exactement. Alors, je change de page. Attendez un peu, s'il vous plaît, monsieur.
Bien, c'est bon? Oui, merci. Alors, une remarque concernant les sous-espaces caractéristiques, que j'ai oublié de donner tout à l'heure, mais ça, c'est pas très grave. F appartenant à L de E, lambda valeur propre de F. Rappelez-vous, on a noté F lambda ker de F moins lambda identité. C'est ce qu'on appelle le sous-espace propre. Alors, ce qu'on en aura besoin pour la suite, alors F lambda est stable par F. Ouais. Donc, en effet, montrons que F de F lambda est inclus dans F lambda. Donc, on va prendre un X appartenant à ker de F moins lambda identité. Montrons que F de X appartient à ker de F moins lambda identité. Autrement dit, il faut montrer que F de X est lambda F de X. Montrons que F de X, c'est lambda F de X. Bon, ben, or, F de X, comme X est vecteur propre, c'est F de lambda X, et que l'application linéaire, ça fait bien lambda F de X. Donc, on a bien F lambda est stable par F. Voilà. Bien. Cette remarque étant faite, je vais continuer maintenant. On va parler du calcul des valeurs propres. Je peux changer de page? Non, s'il vous plaît. Est-ce que je peux changer de page? Merci. Oui, merci. Bien. Alors, on va voir maintenant calcul des valeurs propres. Calcul des valeurs propres, donc soit F appartenant à L2, on se place en dimension finie. M, la matrice de F dans une base B, donc B, une base de E. Eh bien, lambda valeur propre, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc lambda valeur propre de F, si et seulement si, on l'a dit tout à l'heure, P de lambda, qui est le déterminant de M moins lambda identité, égale 0. C'est aussi, si et seulement si, P de lambda, le déterminant de F moins lambda identité, ici à ce moment-là, c'est plus la matrice, c'est l'application identique, égale 0. Autrement dit, trouver les valeurs propres de F, c'est résoudre
l'équation polynomiale P de x égale 0, P de lambda égale 0. D'accord? Donc, il suffit pour trouver la valeur propre, il suffit de résoudre une équation. Voilà. Je rappelle que si on prend un polynôme P qui appartient à C de x, P de degré n, admet n racines. Évidemment, éventuellement complexe. Vous savez que dans C, tout polynôme de degré n met n racines. Autrement dit, si j'ai f un endomorphisme de E de dimension n, eh bien, le cardinal de SP de f égale n. Il y a une valeur propre. D'accord? Alors, évidemment, comptez avec la multiplicité. Hein, il y a peut-être des valeurs propres doubles, triples, etc. Comptez avec la multiplicité. Elles ne sont peut-être pas tous 2 à 2 distinctes. On est d'accord. Hein? Mais en tout cas, nous, et puis elles sont éventuellement complexes également. Elles ne sont peut-être pas toujours réelles, mais enfin, voilà. En dimension n, il y a toujours une valeur propre. D'accord? Puisque le polynôme est de degré n. Alors, on va voir un résultat qui est une conséquence d'un résultat que vous avez vu l'an dernier. Proposition. E, je prends un R espace vectoriel. F appartenant donc de dimension finie. F, un endomorphisme de E. F, un endomorphisme de E. Et on considère que lambda, valeur propre complexe. De F. Alors, lambda bar est aussi valeur propre de F. Et si X est un vecteur propre de F associé à lambda, alors X bar est un vecteur propre de F associé à lambda bar. Voilà. Donc quand vous avez un endomorphisme réel, quand vous avez une valeur propre complexe et un vecteur propre associé, ce n'est pas la peine de chercher les vecteurs propres associés à valeur propre complexe conjuguée, ce sont les vecteurs conjugués. Donc ça, c'est évident en fonction de ce que vous avez fait l'an dernier, hein, puisque vous avez P de lambda qui est égal à 0, P polynôme caractéristique, de F, puisque la matrice, l'endomorphisme est réel, P, il est à coefficient réel. Donc, P de lambda égale 0, on en déduit que P de lambda bar égale 0. Ça, c'est voilà, égale 0, pardon. Mais le polynôme, il est à coefficient réel, donc P de lambda bar égale 0. Donc, ça veut bien dire que lambda bar est une valeur propre.
Et puis, si je prends M la matrice, donc si je prends X, le vecteur propre associé, c'est lambda X. Mx bar égale lambda bar X bar. Mais M est un coefficient réel, ça fait donc Mx bar égale lambda bar X bar. Et ça veut bien dire que X bar est vecteur propre associé à lambda bar. Voilà. Donc, quand vous avez une valeur propre complexe, quand vous avez un polynôme caractéristique à coefficient réel, si vous avez une valeur propre, si lambda est valeur propre complexe, vous avez la conjuguée qui est valeur propre, et même chose pour les vecteurs propres. Si x est vecteur propre associé à lambda, bah, x conjugué, vecteur propre associé à lambda conjugué. Est-ce que je peux changer de page? Non, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Merci. Voilà, alors maintenant je vais définir la multiplicité des valeurs propres. Un petit rappel que vous avez vu l'an dernier. P un polynôme, donc un polynôme appartenant à K de x, lambda une racine. Je rappelle la multiplicité, donc lambda racine de multiplicité, donc K un entier naturel. Lambda racine de multiplicité K de P, hein, ça veut dire que P de lambda égale P' de lambda jusqu'à la dérivée d'ordre K-1. Et la dérivée d'ordre K en lambda, c'est non nul. Voilà. Et puis, ça c'est une première définition. On a une définition équivalente. X moins lambda puissance K divise P. Et x moins lambda à la puissance K plus 1 ne divise pas P. Donc ça, ce sont des définitions que vous avez vues l'an dernier sur la multiplicité d'une racine. D'accord? Je vais pouvoir, puisqu'une valeur propre, c'est une racine de polynôme, donc je vais pouvoir maintenant parler de la multiplicité d'une valeur propre. D'accord? Donc, définition. F appartenant à L de E, E de dimension finie. Alors, je vais donner la définition pour un endomorphisme, et vous avez bien compris que matrice endomorphisme, hein, ce sont les mêmes définitions. Donc, F appartenant à L de E, E de dimension finie, P, polynôme caractéristique de F, et lambda, valeur propre de F. Lambda est une valeur propre de multiplicité K de F si lambda est une valeur propre, est une racine, pardon, de multiplicité K de P. Voilà ce qu'on appelle valeur propre de multiplicité K de F. Ça veut dire que lambda est une valeur propre de multiplicité K de P.
Avez-vous des questions? Non, est-ce que je peux changer de page? Attendez un petit peu, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, merci. Alors maintenant, on va montrer un résultat. On va montrer que les sous-espaces propres sont en somme directe. Donc je change de page. Alors, on va commencer par énoncer une proposition. Donc, je considère E un K-espace vectoriel. Et puis, on considère F un endomorphisme de E avec lambda 1 et lambda R valeurs propres, 2 à 2 distinctes. J'appelle F, donc d'abord x1, xn des vecteurs propres correspondants. x1, x2, xr. Évidemment, ce sont tous des vecteurs non nuls. Alors, d'abord, F, c'est une conséquence de ce qu'on a vu tout à l'heure. Si j'appelle F vecte de x1, xr, c'est un sous-espace qui est stable par F. Et la famille x1, xr est libre. Deux. Voilà. Donc on va démontrer ça. Alors, d'abord, F, c'est engendré par R vecteur. C'est vecteur de x1, xr. Donc, évidemment, la dimension de F, c'est O plus R. Voilà, premier résultat. Alors maintenant, on va montrer la stabilité. Je prends un vecteur Y qui appartient à F. Donc Y, c'est une combinaison linéaire des x1, xr, donc alpha x1 plus jusqu'à alpha r xr. C'est toi, moi. C'est la troisième fois que tu en as. Donc on calcule f de y. F de alpha x1 plus alpha r xr. L'application est linéaire, donc ça fait alpha 1 f de x1, etc., jusqu'à alpha r f de xr. Et puis, on a des vecteurs propres, associés aux valeurs propres lambda 1, lambda r. Donc, on a alpha 1, lambda 1 x1, plus alpha r, lambda r xr. Donc, ça, c'est bien un élément de f. Bien. Alors, f, on a vu tout à l'heure que f est stable, le sous-espace f est stable par f. Autrement dit, la restriction, alors vous vous rappelez comment on note ça, la restriction, je la note, donc c'est f', f, une barre comme ceci, restreint à f, est un endomorphisme de f. Allô? Voilà. Cet endomorphisme, cet endomorphisme, il admet
Cet endomorphisme, il admet R racine 2 à 2 distinctes. Ça veut dire que son polynôme caractéristique est de degré au moins R. Là, mon collègue est en train de faire un cours. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je vous demande 30 secondes. Oui. C'est qui? Pour la livraison. Ouais. C'était pour te contacter pour faire un. Je sais pas, genre, vous rappeler dans 15 minutes. Ouais. Ok. Si vous pouvez rappeler dans 15 minutes. Ouais, ou dans 5-10, faut que tu. Donc, son polynôme caractéristique, puisqu'il admet R racine 2 à 2 distincts, il est de degré au moins R. Or, on a vu tout à l'heure que le degré du polynôme caractéristique, c'était la dimension de l'espace. Donc, j'en déduis que dimension de F, c'est au moins R. Or, on a vu, je reprends la page précédente, qu'on a aussi dimension de F, vous voyez, je le souligne en rouge, on a dimension de F inférieure ou égale à R, et dimension de F supérieure ou égale à R. J'en déduis que dimension de F, c'est R. Donc, on a bien X1, XR, qui est une famille libre. On en déduit alors une conséquence immédiate, mais qui sera très importante pour la suite, que les sous-espaces propres sont en somme directe. Donc on va énoncer le résultat. Lambda R, lambda 1, lambda R, R valeur propre, 2 à 2 distinctes de F. J'appelle, vous vous rappelez comment on a appelé, je les note comme ceci. Alors c'était grand F tout à l'heure, je crois, les sous-espaces propres, pas grand N, donc je vais réutiliser les mêmes notations. On note FI égale ker de F moins lambda I identité, le sous-espace propre relatif à lambda I. Alors, la somme F1 plus F2 plus FR, eh ben, on va pouvoir mettre des ronds autour des plus, elle est directe. Autrement dit, somme de I égale 1 à R dFI égale, comme ceci, plus avec un rond, somme de I égale 1 à R dFI. Alors, vous vous rappelez comment on le montre, hein? En effet, il suffit, si je prends un XI appartenant à FI avec la somme qui est nulle, comme j'ai montré que c'est une famille libre, j'en déduis qu'on a XI égale 0 pour I allant de 1 à R. Donc ça veut bien dire que la somme est directe. C'est comme ça qu'on montre, hein, qu'une somme de plusieurs sous-espaces, plus que 2, est en somme directe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, parce que la partie suivante, c'est la diagonalisation, donc je ne vais pas la commencer maintenant, vu qu'il reste 2 minutes. Monsieur, Oui? vous pouvez juste revenir sur la page avant quelques secondes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr.
Monsieur? Oui. C'est quoi, est-ce qu'il y a un indice? Vous mettez la restriction f' égale f, je comprends pas l'indice. Bon, on a déjà travaillé, vous avez vu ça, je pense aussi l'an dernier, et puis on a revu cette année la restriction d'un endomorphisme, d'une application, un sous-espace. C'est la même application, mais qui prend comme élément de départ que les éléments qui sont dans le sous-espace grand F. Oui. Non, mais c'est juste l'indice. Vous mettez f' égale f et vous mettez grand F en indice. Oui, mais ça se note comme ça. Ok, c'est juste grand F. Ok. Oui, la restriction, alors je fais une petite parenthèse ici, hein. Restriction de f à une partie, grand A, c'est f, une barre, grand A. D'accord. Comme ça. Merci, c'est bon, j'ai copié. Bon, bah, écoutez, au revoir. Tu peux leur poser une question pour moi? Oui, vas-y.